Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Et ce soir, nous recevons l'eurodéputée Manon Aubry, coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen et tête de liste La France Insoumise aux élections européennes du 9 juin prochain. Bonsoir Manon Aubry. Bonsoir. Et nous allons évidemment commencer par dire quelques mots de ce drame qui s'est produit ce matin. 2 agents de l'administration pénitentiaire ont été tués et 3 autres sont gravement blessés au cours d'une attaque contre un convoi qui transportait un détenu. La France est en deuil, a dit le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Est-ce que vous diriez cela aussi ? Oui, je crois que c'est tout le pays entier qui doit pleurer aujourd'hui ces morts. Et je veux évidemment avoir une pensée pour les familles des victimes, les familles des blessés, mais aussi pour tout le personnel de la pénitentiaire, parce que c'est un métier qui est difficile. C'est la petite fille de gardienne de prison qui vous dit ça. Et votre grand-père était gardien de prison. Mon grand-père était gardien de prison, en effet, et j'espère qu'on saura au plus vite les conditions exactes de ce drame et qu'on pourra en tirer toutes les leçons. À l'heure où je vous parle, c'est difficile, puisque je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais c'est d'abord ce drame qui nous saisit. Et oui, notre pays entier est en deuil. Je crois qu'il y a eu une minute de silence à l'Assemblée nationale à l'ouverture de la session cet après-midi. Ce qui est évidemment une chose souhaitable. Et j'espère que les blessés vont s'en sortir au plus vite. Pour vous, il est trop tôt, il serait prématuré de tirer quelques enseignements que ce soit de cette affaire sur les moyens. Je pourrais vous parler du sous-investissement chronique dans la pénitentiaire. Je pourrais vous parler de tout un tas de choses. La vérité, c'est qu'on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. J'ai toujours un peu du mal avec les politiques qui arrivent sur des plateaux sans savoir même ce qui s'est passé à tirer des conclusions hâtives. Donc, on peut avoir un débat général sur les moyens dans la pénitentiaire. Ça fait des années que les syndicats demandent davantage de moyens. Je ne sais pas si, en l'occurrence, là, dans ce cas-là, ça aurait pu permettre de prévenir ce drame. Mais toujours est-il qu'il faut tout mettre en œuvre pour que ce type de drame n'arrive plus. Et c'est la tâche qui sera à la nôtre collectivement dans les prochaines heures et les prochains jours. Vous étiez hier, Manon Aubry, dans la Somme, aux côtés de François Ruffin, devant une usine menacée de fermeture. Est-ce que vous avez la volonté de remettre les questions sociales au cœur de votre campagne européenne, dont elles avaient peut-être un peu disparu ? Monsieur Révière, est-ce que vous avez écouté un seul de mes meetings ces dernières semaines ou ces derniers mois depuis qu'on a lancé notre campagne ? Oui, je l'ai fait. Et enfin, vous savez bien que la question israélo-palestinienne a pris une place tout à fait considérable dans votre campagne. C'est le conflit qui s'impose à chacun d'entre nous et on y reviendra. Et nous ne détournons pas le regard et nous sommes fiers de défendre une voie de la paix. Mais la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est parce que les questions sociales n'ont jamais disparu de notre campagne. Et il suffit pour cela d'écouter le moindre des meetings que j'ai fait. Et en l'occurrence, vous parlez de l'usine Metex. C'est pas la première fois que je me rendais à Metex. C'est la 2e fois déjà dans cette campagne. Et quel est le sujet de cette usine ? C'est une usine qui est à Amiens, qui produit un acide aminé qui s'appelle la lysine. C'est un peu technique, mais ça permet notamment de produire des médicaments comme l'Aspégique, lesquels médicaments sont régulièrement en rupture de stock. Cette usine est la seule productrice de lysine en Europe. Elle produit de manière 5 fois moins polluante qu'en Chine et pour autant est victime de la concurrence déloyale chinoise parce que les barrières douanières vis-à-vis de la Chine sur ce produit ont été abaissées à 0%. Et donc c'est contre cette concurrence déloyale, c'est contre cette désindustrialisation que je me bats. Vous m'avez déjà entendu certainement à cette antenne vous parler du drame que posent les accords de libre-échange, de mon opposition ferme. On en parlera d'ailleurs dans un instant. Sur le sujet, donc... si vous voulez, après avoir rencontré hier les salariés de Metex, mais pas que, on a aussi rencontré les salariés de Dunlop, les ex-Goodyear, etc. C'est pour tous les Metex du pays, vous savez, qu'on se bat. C'est pour que ce savoir-faire industriel ne quitte plus notre territoire et pour qu'on continue à produire et qu'on renforce notre production en France et en Europe de ce dont on a besoin, plutôt que d'ouvrir grand nos frontières à des productions qui viennent des 4 coins du monde et qui ne respectent pas les mêmes normes sociales et environnementales. Vous avez écrit sur Twitter à propos de cette visite, pendant que Macron déroulait le tapis rouge aux multinationales de Choose France, nous étions avec les ouvriers de Metex. Mais est-ce que les 2 démarches sont vraiment
vraiment incompatible? Est-ce qu'on ne peut pas à la fois essayer d'attirer des entreprises qui vont investir sur le sol français et, comme vous le faites, défendre une entreprise menacée de fermeture? Le problème de Choose France, c'est que dans le même temps, c'était Choose France, mais abandonne les industries françaises. Et dans le même temps où il déroulait le tapis rouge à des entreprises comme quoi? Comme Amazon, qui annonçait plus d'1 milliard d'euros d'investissement. Mais pardon, mais Amazon, c'est une entreprise où à chaque fois que vous créez un emploi dans un entrepôt, vous en supprimez 6 autres dans des commerces de proximité. C'est pas l'économie que je veux. Moi, je ne veux pas Choose France qui va avec Choose les cadeaux fiscaux aux entreprises multinationales quand dans le même temps, nos industries françaises sont en train de mourir. On a parlé de Metex à l'instant, mais je peux vous parler de Duralex, qui est une entreprise qu'on connaît bien. Nos verres à l'école, ils étaient tous construits par Duralex. C'est en train de mettre la clé sous la porte. Au fond desquels on regardait quel âge on avait. Exactement, on l'a tous fait quand on était enfant. Je peux vous parler des entreprises de panneaux solaires, Systovi et Photowatt. On n'en a plus que 2 en France qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Là aussi, à cause de la concurrence déloyale chinoise, 97% de nos panneaux solaires sont importés en Europe. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que la France d'Emmanuel Macron a accompagné ce mouvement de désindustrialisation en refusant un protectionnisme aux frontières de l'Union européenne. Pas pour se protéger du mal, pour protéger nos industries et notre agriculture, parce qu'à la fin, ça protège aussi la planète. Quel sens y a-t-il à faire venir de l'autre bout du monde ce que l'on sait produire ici? Un des exemples les plus frappants, c'est l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui est le premier exportateur de lait au monde. Mais attendez, on va importer du lait qui vient de la Nouvelle-Zélande, qui est littéralement à 20 000 km d'ici, qui est produit avec des pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne comme l'atrazine, alors que nos producteurs de lait en France et en Europe n'arrivent pas à écouler leur stock et qui crèvent déjà la dalle parce qu'ils n'arrivent pas à finir leur fin de mois. C'est une aberration totale et c'est contre ce modèle du libre-échange que je me bats au Parlement européen, puisque je préside le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange. Je reviens un instant sur la campagne. Même si j'imagine que vous n'allez pas me répondre oui, aussi peu que ce soit, oui. Mais vous n'avez à aucun moment eu l'impression de vous faire un peu déposséder de votre campagne européenne par Rima Hassan et la question israélo-palestinienne? Plusieurs choses là-dessus. D'abord, ce qui est clair, et grâce à vous, les journalistes, quelque part, merci, c'est que tout le monde sait maintenant qu'on porte la voix de la paix et que notre bulletin, le 9 juin prochain, sera un bulletin de la paix qui défend les Palestiniens face au massacre qui est en cours dans la bande de Gaza. Et moi, je suis fière d'avoir Rima Hassan sur ma liste, qui est 7e. Je pense qu'aucune autre liste peut se targuer d'avoir fait autant parler de sa 7e sur la liste, qui sera demain, je l'espère, la première franco-palestinienne au Parlement européen pour demander des sanctions à l'égard du gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, pour demander un embargo sur l'envoi d'armes, pour demander la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël et pour faire cesser les massacres en cours dans la bande de Gaza où il est mort plus de 35 000 civils, où il est mort autant d'enfants en 4 mois que dans l'ensemble des conflits internationaux en 4 ans. Et cette voie de la paix, je suis fière qu'on la défende, y compris contre toutes les tentatives de les faire taire, que ce soit de Guillaume Meurice, vous parlez de voie de la paix, aux étudiants. Et beaucoup de vos adversaires politiques aujourd'hui n'hésitent pas à dire que ce n'est pas la voie de la paix que vous portez, mais la voie de l'antisémitisme. Vous l'entendez, ça? Admettez que quand vous avez pris le soin de dire que c'est nos adversaires, peut-être parce que eux préfèrent détourner le regard sur ce qu'il se passe dans la bande de Gaza. En quoi aujourd'hui dénoncer un massacre en cours dans la bande de Gaza est antisémite? Mais moi, je n'associe pas tous les juifs du monde au gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Et d'ailleurs, en Israël, il y a des mobilisations contre ce gouvernement. Il y en avait beaucoup d'ailleurs avant même l'attaque du 7 octobre. Exactement, et partout dans le monde, il y a aussi des juifs qui se mobilisent parce que c'est nos frères d'humanité, quelle que soit votre religion. Ce qu'il doit nous interpeller aujourd'hui, c'est que les gens sont en train de mourir dans la bande de Gaza, sous les bombes israéliennes, sous les tirs des snipers, sont en train de mourir de famine, sont en train de mourir... Je veux dire, il y a des camions dans les convois d'aide humanitaire qui sont en train d'être brûlés par l'armée israélienne. On prive les gens des éléments les plus indispensables à la survie, des médicaments, de l'eau, à manger. Et on tue les enfants, on les ampute sans anesthésie. Je veux dire, c'est un drame humain qui, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre nationalité, doit tous nous interpeller. Et je suis surprise que dans cette campagne, il n'y ait pas davantage d'unanimité, au contraire, pour se lever face à sans doute l'un des pires massacres que notre planète ait connu ces dernières décennies. On va revenir un instant au traité de libre-échange, puisque la France a redit hier, c'était par la voix de la
porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot, que la France ne voulait pas du traité de libre-échange avec le Mercosur, en l'état en tout cas. Bon, j'allais vous demander si ça vous rassure, mais je vous vois rire. Non, donc a priori, ça ne vous rassure pas beaucoup. Mais quelle hypocrisie, franchement. Vous savez comment sont adoptés les traités de libre-échange au niveau européen? Il faut l'unanimité des États membres. Donc, si la France disait très clairement, nous, on n'en veut pas, point barre, pas d'accord de libre-échange avec le Mercosur. La réponse, c'est on n'en veut pas en l'état. C'est ce qui est dit déjà, ce qui avait été dit par Emmanuel Macron. Vous le voyez bien. Qui a été redit hier. Vous voyez bien l'arnaque. Ça veut dire quoi? On n'en veut pas en l'état. Ça veut dire on vous endort bien tranquillement, on attend qu'il y ait les élections européennes, puis après ça va repasser par la petite porte avec une ou deux arnaques dans le texte pour faire genre on a pris en compte vos préoccupations. Mais attendez, au Brésil, il y a 30% des pesticides qui sont autorisés là-bas qui sont interdits dans l'Union européenne. Au Brésil, on produit dans des immenses fermes-usines, on va importer tout ça massivement dans l'Union européenne, faire une concurrence déloyale à nos agriculteurs, tuer notre santé. Mais ce modèle-là, il est complètement dépassé. Et la réalité, c'est qu'au Parlement européen, chaque fois qu'on dépose des amendements très clairs pour dire stop, fini, on abandonne tout court les négociations. À chaque fois, les macronistes se dérobent. D'ailleurs, ce n'est pas les seuls, hein, l'extrême droite avec et l'ensemble des autres groupes politiques. Ils se cachent bien derrière leurs petits doigts, mais en réalité défendent ce modèle qui est un modèle du passé. Moi, je pense qu'il faut repenser notre économie au service de nos besoins et faire en sorte que l'on puisse produire le plus proche de nous possible ce dont on a besoin. C'est mieux pour l'emploi, c'est mieux pour la planète. Et franchement, Emmanuel Macron ferait bien de se rappeler de cette phrase qu'il avait eue. C'est rare les fois où il a des phrases de gauche, donc je m'en souviens. Il avait dit « déléguer à d'autres notre capacité à produire, au fond, est une folie ». Et il a raison. Et il est où le Emmanuel Macron qui a prononcé cette phrase et qui non seulement continue à signer des accords de libre-échange à tour de bras, je parlais de l'accord avec la Nouvelle-Zélande, il y a celui avec le Chili, avec le Kenya, mais il a aussi refusé que l'accord avec le Canada soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale parce qu'il sait qu'il est minoritaire. Alors puisqu'il est minoritaire dans le pays, faisons en sorte qu'il soit aussi minoritaire dans les urnes le 9 juin prochain. Qu'est-ce que vous inspire, Manon Aubry, la lecture des sondages sur ces élections européennes? Je rappelle globalement 32% pour le Rassemblement national de Jordan Bardella, 16-17 pour Valérie Ayé de Renaissance, 13-14 pour Raphaël Glucksmann, environ 8% pour vous et autour de 5 à 6% pour Reconquête. Il m'inspire deux choses. La première, c'est évidemment la première barre que vous voyez tout en haut, qui est celle du Rassemblement national. Je veux dire, l'extrême droite dans notre pays a plus de 30%, auquel il faut rajouter aussi les 6,5 de Reconquête, donc quasiment à 40%. Je pense qu'on est à H-1 de la prise de pouvoir de l'extrême droite, dans le même temps où il y a des défilés néo-nazis dans Paris, et ça doit tous nous interpeller et nous réveiller. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'avais proposé que nous ayons une liste commune de la NUPES pour être en capacité de mener la bataille contre l'extrême droite. Ouais, mais essayer de comprendre aussi ce qui se passe et répondre peut-être bien sûr. Au désarroi des gens. Et à la colère. Mais le deuxième enseignement de ces sondages, qui ne se voit peut-être pas dans les petites barres que vous mettez, c'est celui de la mobilisation et de la participation. Parce que c'est aussi ça qui fera la différence. Quelque part, les macronistes comptent sur le fait qu'il y ait une faible mobilisation et une faible participation. Mais je veux le dire à tous ceux qui nous écoutent et qui en ont marre des politiques antisociales du gouvernement sur lesquelles le Rassemblement national les rejoint, que ce soit la réforme des retraites, que ce soit la vie chère, que ce soit l'explosion des écarts de salaire au sein des grandes entreprises. Eh bien, je dis à tous ces gens, ne faites pas le cadeau de votre abstention et de votre résignation. C'est la meilleure chose que puisse imaginer Emmanuel Macron. Et il n'y a qu'un endroit où vous, Monsieur Rivière, moi, Emmanuel Macron, Bernard Arnault, on a tous autant de pouvoir. C'est dans l'urne et ça se passe le 9 juin prochain. Et c'est à mon sens ça aussi qui fera la différence. Je voudrais qu'on évoque la Nouvelle-Calédonie, Manon Aubry, qui est en proie à une flambée de violence d'une grande intensité. Une cinquantaine de membres des forces de l'ordre ont été blessés, des commerces, des véhicules ont été incendiés. Les émeutes ont éclaté hier en marge d'une manifestation indépendantiste contre le texte examiné par les députés qui vise à élargir le corps électoral pour les élections provinciales. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour éviter un embrasement en Nouvelle-Calédonie?
Déjà, ne pas faire adopter ce texte parce que c'est lui qui est à la source de cet embrasement, parce qu'il remet en cause un équilibre qui est fragile en Nouvelle-Calédonie. Il remet en cause les accords de Nouméa qui ont permis de faire redescendre le niveau de tension à un moment où il y avait de fortes tensions. L'accord de Nouméa date de 88. Bien sûr, il date de 88 puis de 98. Et personne ne dit, y compris je crois les indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, qu'il ne faut pas faire évoluer le corps électoral. Mais vous ne pouvez pas du jour au lendemain, comme le fait ce texte, ajouter 14% au corps électoral et le transformer de manière durable au mépris de la population kanak en Nouvelle-Calédonie, qui est par ailleurs beaucoup plus frappée par le chômage, par la pauvreté, dans un endroit qui a été, dans un territoire qui a été marqué par la colonisation. C'est ça qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Il faut replacer les choses dans l'histoire. Donc, il y a eu des votes sur le maintien dans la République française. Il y a eu 3 votes, dont le dernier... Oui, il y en a eu 3 et tous ont dit oui. Le maintien dans la République. Dont le dernier est contesté puisque c'était juste à la sortie du Covid. Et les Kanaks ont demandé, pour respecter le temps de deuil à la suite du Covid, ont demandé à ce que le référendum soit reporté, ce qui a été refusé par l'État français, ce qui est, je pense, irresponsable. Et alors qu'on a eu un taux d'abstention de 14% au référendum précédent, là, on a eu un taux d'abstention de près de 55%. Il a été boudé par une partie de la population de Nouvelle-Calédonie. Enfin, il y en avait eu 2 auparavant déjà. Oui, mais sauf que les conditions n'ont pas été respectées et qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu 3 référendums qui sont tenus dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, il y a un électeur sur 5 qui est privé du droit de vote aux élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, alors que les provinces ont des compétences importantes qui ont été transférées par l'État. Est-ce que ça ne pose pas un problème démocratique tout de même? Mais je vous le disais, personne n'est défavorable à une évolution du corps électoral. Je pense qu'il faut le faire de manière progressive. D'abord, intégrer les natifs. Et puis ensuite, dans un second temps, renvoyer à un code de la citoyenneté qui pourrait être adopté par le Congrès de Nouvelle-Calédonie, qui pourrait faire évoluer progressivement. Je pense que c'est une des manières de traiter la question, si vous voulez justement éviter un embrasement. Je pense qu'il faut aussi que les choses soient prises plus au sérieux du côté du gouvernement, puisque ça a été petit à petit délégué au ministre de l'Intérieur, comme si c'était juste une question de maintien de l'ordre, alors que jusqu'à présent, ça avait été géré par le Premier ministre. Et puis, je crois qu'il faut envoyer une mission de dialogue pour remettre tous les acteurs de Nouvelle-Calédonie autour de la table, parce que personne ne peut se satisfaire d'un affrontement, d'un embrasement généralisé en Nouvelle-Calédonie dont personne ne connaît l'issue. Et j'espère que le gouvernement reviendra à la raison plutôt que de passer en force avec son projet de loi constitutionnelle. J'observe d'ailleurs que Emmanuel Macron lui-même a dit que peut-être il fallait temporiser avant l'adoption au Congrès de Versailles. Sans doute revient-il un petit peu à la raison et sent-il bien que ce projet de loi, il est abrasif en Nouvelle-Calédonie. Et ce que je souhaite, c'est même qu'il soit retiré et qu'on puisse remettre tout le monde autour de la table. On n'a pas le temps de se lancer dans le sujet, mais en un mot, en quelques secondes, vous ne regrettez rien sur les affirmations sur les revenus annexes des députés que vous avez mis en cause? Non, je ne regrette absolument rien. J'ai mis un sujet sur la table. Il y a un député sur 4 au Parlement européen qui touche des rémunérations annexes. Beaucoup proviennent de lobbies d'entreprises ou d'États étrangers. J'ai fait une proposition très simple, les interdire pour enfin faire primer l'éthique sur le fric. C'est aussi à ça que servent les élections européennes le 9 juin. Merci Manon Aubry. C'est la fin de cette émission. Merci à Flore Simon et Camille Néran qui m'ont aidé à la préparer. Excellente soirée. À la semaine prochaine.